Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Vidéo aujourd'hui un petit peu particulière, je dis ça à chaque début de vidéo, puisque nous n'allons pas être en Belgique. Là, techniquement, je suis encore en Belgique. Mais si je fais ça, je change de pays et je passe au Luxembourg. J'ai été invité par un ami à moi pour rentrer dans une salle de vente pour vous montrer comment se déroulent les coulisses d'une vente aux enchères pour une très belle salle de vente qui est située au Luxembourg. Là, nous sommes pile à la frontière, il nous reste encore un petit quart d'heure de route avant de nous retrouver là-bas. Je vous invite à me suivre, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Pensez évidemment à me laisser le petit pouce si celle-ci vous a plu et éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans une petite ville située au nord du Luxembourg nommée Weiswampak. Et nous nous rendons là-bas pour rejoindre Raphaël Rémy, qui est un ami à moi, qui lui et son équipe nous accueillent aujourd'hui toute la journée dans sa salle de vente afin de vous montrer tous les petits secrets, les plus beaux objets et les préparations de sa prochaine vente aux enchères. On est arrivé au Luxembourg, on est juste devant la salle de vente Goldfield du coup. Je vais aller rejoindre Raphaël, il va nous faire une petite visite guidée. Suivez-moi. Salut Raph! Salut, comment vas-tu? Bah bien et toi? Super. Ça roule? Merci beaucoup de m'accueillir pour la vidéo, c'est vachement sympa. Tu nous fais visiter? Je vous fais visiter. Allez, je vous en prie. C'est très beau, très chargé. Oui, c'est une grosse vente celle-ci, une vente il y a plus ou moins 800 lots. Tout est ici dans la salle, on peut faire une petite visite rapide. Ouais. Donc ici on a déjà une belle sélection de Christ et des Fantines. Typique Art Nouveau du coup? Typique Art Nouveau, exactement, ouais. Avec des grands noms, Chiparus, Sprite. J'en ai rarement vu autant au même endroit. Oui. J'en ai déjà vu, mais pas... C'est tous des vendeurs séparés? C'est des gens qui t'amènent des lots? C'est des collectionneurs? Non, ici c'est une collection privée. Ok. La personne se sépare d'une petite partie de sa collection. On imagine le reste. Voilà. Les moyennes de prix, si tu peux nous en parler? Les moyennes de prix, ça démarre à 1 000 € et on monte à plus ou moins 15 000 € sur les gros Chiparus. Et en dessous, t'as du... C'est quoi? C'est du vase galet, du lalique? Il y a du galet, il y a du dôme. Du dôme, ouais. Walter, ok. Pas courant non plus. Le petit insecte? Le petit insecte, c'est Walter. Okay. La coupe également. Je connais pas cet artiste-là. Ici, on a une rare lobe de Gustave Serrier-Bovy. Effectivement, c'est un truc, tu me le montres, je sais absolument pas ce que ça vaut. Voilà, mise à prix à 10 000. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça fait cher l'éclairage quand même. Ça fait cher l'éclairage. Excessivement rare. Gustave Serrier-Bovy, architecte liégeois. Waouh, il y a un vase là qui est énorme. L'art asiatique, pour l'instant, c'est moi ou c'est occupé vraiment d'exploser complètement tout le marché? L'art asiatique est très haut. Maintenant ici, Japon, Satsuma, 19e. Okay. Rare par sa taille. Malheureusement, l'art asiatique est en hausse, mais l'art principalement chinois. L'art japonais est toujours en dessous. Voilà, c'est plus pour les Européens. Ils ne rachètent pas spécialement leur patrimoine. Ok. Tandis que les Chinois, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de clients chinois qui réapproprient leur patrimoine. Exactement, via les salles de vente. Tout repart en Chine. Ils nous vendent via Temu et ils rachètent les belles pièces, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Ça suit, tu as des belles pièces en art chinois, du coup, à nous montrer? En art chinois, on a une très belle sélection. La pièce est bourrée comme un œuf. C'est vraiment un truc de fou. J'ai rarement vu autant d'objets de si belle qualité au même endroit. Alors, vous connaissez tous ma sensibilité. Là, pour moi, c'est une chance de fou furieux. J'ai les yeux qui brillent. Je suis au bord de la WC, là. Toujours ici, japonais, armure de samouraï, excellent. Excellent. Bien complète. C'est la peau de serpent, ça, on dirait? Ah non, c'est un tissu. Oui, c'est un tissu, imitation galoucha. Okay. Ouais. Voilà, bien complète, assez rare. Et ici, nous avons une belle sélection d'objets chinois, porcelaine principalement. Époque transition, époque Song, 1900-19e. C'est dur de nous faire un récap des époques? En fait, époque transition, juste après Ming. Ok. Très recherché par les... C'est quelles années du coup? Pour nous, c'est le même calendrier donc, encore, j'imagine? Oui, c'est le même calendrier. Donc là, on est à la fin du 17e. Ok, ah oui, d'accord. Donc voilà. Ouais, ça a quand même 400 ans, quoi. Maintenant, le reste des porcelaines sont principalement au 19e. Toutes les porcelaines ici proviennent de pratiquement la même collection. C'est une personne, presque? C'est pratiquement une personne, oui. D'accord, ok. Ah, il y a des collectionneurs acharnés, quoi. Il y a des collectionneurs très acharnés. Les mêmes époques, il y a énormément de pièces 19e. Il faut savoir que les porcelaines 18e d'époque Yonglong sont très rares. Ici, nous avons comme des pièces de très belle qualité, dans des bon état en règle générale. Et ça, c'est quoi? C'est un petit Netsuki en jade, alors? Ici, c'est un pendentif, oui, un pendentif en jade. C'est parce qu'il y a de la pierre, hein, c'est bien. Voilà, oui. Dès qu'il y a des cailloux, je deviens fou. Alors, il
faut juste que je vérifie l'époque. C'est un petit éléphant, c'est vraiment très simpliste comme truc. Apparemment, c'est une des pièces maîtresses de la vente. J'ose même pas le prendre parce que quand je vois les prix qui font certaines pièces, si je le prends et que je me casse une patte ou quoi, je pense que je peux vendre ma baraque. Bah, c'est Dynasty Song. D'accord. Donc voilà, la mise à prix est relativement basse. La mise à prix est à 15 000 €. Ce genre de pièces peuvent arriver à 150 200 000 € si on a peu de chance que les acheteurs chinois se battent pour cet objet. Mais c'est impressionnant que des si petites choses comme ça valent tant d'argent, quoi. Voilà. Ça, c'est le truc sur lequel moi j'ai tapé quand je suis arrivé. J'ai vu ça, je me dis waouh, c'est trop beau. C'est quelle origine? C'est français. Français. C'est quoi? 16 kilos. 16 kilos. Je vous rappelle que l'argent est à 900 € du kilo. Ils sont super beaux. C'est la taille qui est très impressionnante. Ouais. Pour avoir ça sur une table de château. Alors je vais me poser une petite question. Après, la communauté des gens qui me suivent sur Discord m'ont préparé une liste de questions. Si vous voulez participer aux prochaines vidéos via des questions ou ce genre de choses, je vous invite à rejoindre le Discord. Je fais souvent des petits messages pour vous dire ok, on prépare tel type de vidéo, il y a tel type d'intervenant, posez-moi les questions que vous avez envie de poser à cette personne. Donc j'ai toute une série de questions pour toi, mais moi j'en ai une qui est sur les piles. Parce qu'on vient de voir un monsieur qui est rentré du coup, qui vient un petit peu voir l'exposition. Imaginons que le monsieur il prend une assiette, il la laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le prix n'a pas encore été définitivement adjugé. En fait, il faut savoir que les objets qui sont pris en charge par Goldfield sont assurés depuis la signature du contrat chez la personne. Nous avons un transporteur privé qui généralement va chercher les pièces. Donc l'ensemble est assuré jusqu'à l'adjudication. À ce moment-là, la personne qui a acheté est responsable de son objet après le coup de marteau. Mais avant le coup de marteau, imaginons qu'on casse un objet, je sais pas moi, 1000 €. Les assurances Goldfield sont là pour couvrir. Pour ça. Et au prix d'estimation de la future adjudication, on trouve un compromis? Au prix d'estimation, forcément. On a une belle sélection encore de verreries, galets, verres français, dômes. Je mets toujours à point d'honneur essayer de trouver des belles verreries pour chaque vente. J'aime ces couleurs, j'aime ces objets. Il y a un contraste particulier. Voilà, et sincèrement, il y a toujours un vrai marché à l'époque actuelle pour ce genre de pièces. Ça fait aussi des prix. C'est des verres qui sont faits à l'acide, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Tout est dégagé à l'acide. Entre 1900 et la période Art déco. On a toujours une cinquantaine de pièces de verreries à chaque vente. Ça part dans quelle région du monde? Les verreries, principalement en France, quand même. Énormément d'objets partout aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Australie. Ok, les grands marchés. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais du coup, cette vente-ci, je ne sais pas si tu fais ça usuellement, mais il n'y a personne en salle. Non, en fait, c'est des ventes uniquement online, sur 8 plateformes internet différentes. Notamment Draw Live, Draw Live, je travaille. On travaille avec Live Auctioneer aux États-Unis, Invaluable, BitLive 51 en Chine, Saleroom, notre propre site. Du coup, c'est des ventes que vous pouvez suivre. Si vous allez sur ce type de site, vous avez la possibilité de vous connecter en fait à n'importe quelle vente. C'est un très bon exercice d'ailleurs d'essayer de deviner à l'avance la valeur à laquelle l'objet va être adjugé. Je fais souvent ça avec des stagiaires, moi, et c'est vrai que vous savez voir du coup des ventes du monde entier. Alors c'est assez hallucinant parce que c'est souvent, il y a des 20, 30 ventes par jour en même temps. À peu près, oui. Il y a des milliers d'objets tous les jours qui passent en vente. Ouais, c'est hallucinant quoi. Des objets de 5 € à... Ouais, bah oui c'est ça, parce que sur Draw Live, tu peux avoir des trucs à 10, 15, 20 balles, et des machins qui partent à des centaines de milliers d'euros. Moi j'ai une nostalgie quand même pour la petite vente en salle avec la plaquette numérotée. Ça se fait encore du coup chez toi ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, tout en live. On travaille uniquement, uniquement en live. Donc pour vous donner la référence, en fait c'est un Twitch, voilà, c'est Twitch Game, sauf que c'est des ventes aux enchères. Donc en gros, vous allez vous connecter sur le Twitch, qui est le Draw Live par exemple, et vous savez voir toutes les ventes possibles et imaginables, par thème, par région, enfin moi j'aime beaucoup ça, très instructif. Je vous conseille de le faire si vous êtes intéressé au milieu de l'art, ça vaut vraiment la peine. Bon du coup, on va passer aux choses sérieuses, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma communauté m'a posé un tas de questions, parce qu'ils étaient très intéressés par ton métier. Il y en a des rigolotes, il y en a des moins rigolotes. Sens-toi libre de dire ce qu'il te semble bon de dire. Alors, la première question, c'est de Ankou Brace, qui me demande ce qu'il se passe quand un objet est acheté et payé, mais qui n'est pas réclamé. Nous aurions un rappel recommandé à la personne après plus ou moins un mois, si l'objet n'a pas été repris. Il reçoit un courrier recommandant stipulant que son objet va être gardé chez nous, mais avec des frais de stockage qui sont de 5 € par objet et par jour. Ok, dépendant de si c'est un meuble ou un petit truc. Peu importe. Ok, d'accord. On a fixé cette règle, autrement on peut se retrouver avec des objets qui restent dans nos stocks pendant un an. Ouais, on imagine qu'un mec qui te laisse 4 garde-robes, ça fait pas tes affaires quoi. Ça va pas trop faire nos affaires. Ok, logique. Alors, petite question de Clément, je reconnais bien son petit côté taquin, il me dit pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de parler si vite pendant les ventes aux enchères? En fait, il faut se rendre compte qu'on fait plus ou moins un objet à la minute. Donc sur une vente de 800 objets, on est obligé d'accélérer le mouvement. Et ça fait partie aussi du jeu des salles de vente, des ventes aux enchères, c'est de pouvoir mettre un engouement à cette vente. Et pour qu'il y ait un engouement, il faut que ça avance et il faut que ça roule. Même question de Clément, est-ce qu'il y a moyen de faire de réelles bonnes affaires? Donc est-ce qu'il y a déjà eu des trucs qui se sont vendus où tu te dis franchement j'aurais dû l'acheter pour moi, j'aurais payé plus cher? L'acheter pour moi, peut-être pas spécialement, mais des bonnes affaires, oui. Automatiquement, ce qui est vendu en salle de vente
ne veut pas dire que c'est le prix final. Tout dépend de la personne qui l'achète. S'il a un autre client beaucoup plus important, je pense que les plus grosses affaires sont déjà faites en salle des ventes. C'est régulièrement le cas d'un tableau qui est vendu pour quelques milliers d'euros et puis qui s'avère être un authentique Van Gogh, puis qui se vend après plusieurs millions. Et alors, est-ce que les experts doivent-ils rendre des comptes en cas de souci au niveau de l'évaluation du prix? Nous, on donne des expertises, on fait une valeur du marché actuel. Maintenant, forcément, on n'a pas la science infuse. On peut très bien se tromper sur un objet. Maintenant, il n'y a pas vraiment de problème à avoir après la vente, parce qu'en fait, la personne qui achète l'objet donne le prix qu'il a envie de donner. Maintenant, s'il s'agissait d'un faux, c'est quelque chose de totalement différent. La salle de vente, forcément, il y a un droit de rétractation. Après la vente, s'il s'avère que l'objet est totalement faux, forcément, la salle de vente rembourse cet objet. Il y a Matt qui nous demande le parcours que tu as suivi, toi, pour devenir... alors, c'est pas commissaire-priseur, c'est expert en salle de vente. Voilà, en fait, moi, je suis gérant de la salle. Mon parcours est très simple. J'étais marchand pendant 25 ans. J'ai eu divers magasins, j'ai fait les déballages du Sud. Et je me suis rendu compte que le marché actuel, enfin depuis quelques années, ne se fait plus vraiment sur les déballages ou sur les foires. Tout se fait principalement en salle et tout a changé. C'est par Eve la question ici. Quelle est la proportion d'objets qui ne trouvent pas preneur? Genre sur 800 objets, il y en a combien qui ne partent pas? En fait, on tourne entre 70 et 80% d'objets vendus. Ah ouais, donc 30 à 20% d'objets non vendus. C'est entre 20 et 30% d'objets non vendus. Maintenant, on fait des évaluations pour que les objets soient vendus aussi. Ça fait partie de notre métier. Oui, c'est vrai qu'il y a un accord entre guillemets à passer entre le dépositaire et la personne qui prend la marchandise. Voilà, ce qui est important, c'est le juste prix du marché actuel. Ouais. Que se passe-t-il quand une personne un petit peu trop enjouée dans le feu de l'action a surenchéri à mort, mais au final qu'il ou elle est fauché et qu'elle ne peut pas payer? C'est une question de cas. En fait, il n'y a pas légalement d'obligation de payer un objet qui est vendu en salle de vente, vu qu'on a un droit de rétractation de 14 jours, il n'y a pas de justificatif à donner, que ce soit sur le fait qu'on ne sache pas le payer. Maintenant, ça n'arrive jamais. Mais maintenant, vous me posez la question, je vous réponds en toute franchise, il n'y a pas d'obligation de payer cet objet, vu que nous, on a un droit de rétractation de 14 jours et on ne demande pas de raison X ou Y. Et question du coup de moi qui me vient comme ça, tu peux par exemple, si un enchérisseur fantôme, entre guillemets, qui achète beaucoup, et régulièrement qui paye jamais, tu as tout à fait le droit de le foutre dehors, tu as un droit de regard sur les gens qui rentrent dans ta salle. Exactement, en fait, le gros travail de l'équipe ici avant la vente, c'est de vérifier tous les profils sur les différentes plateformes, on ne cherche que des profils avec 0% d'objets non vendus ou de mauvaise évaluation. Tu parles justement de l'équipe. L'équipe, on va les voir, on va voir qui sont ces gens. Moi c'est Jonathan, je suis l'associé de Raph, je m'occupe de toute la partie compta financière en général. Je m'appelle Cooper Laura et je travaille depuis septembre 2021 en tant qu'assistante de direction. Avant la vente, je vérifie les nouveaux profils, l'historique des enchérisseurs et des paiements. Bonjour, je m'appelle Nicolas Gendriens. Voilà, j'ai intégré l'équipe Goldfield en janvier de cette année. Donc moi, je m'occupe du relationnel client, de certaines parties des expertises des objets, tout ce qui est rapport d'état en amont d'une vente. Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est des appliques murales? Applique murale, réalisation belge. Ok. Bien tendance pour l'instant. Impressionnante par leur taille. Ça, c'est exactement un exemple bien précis d'objet qui, malheureusement, sur photo, c'est très compliqué de rendre la dimension des objets. Ça, c'est un autre point dont on n'a pas parlé, c'est le catalogue de la vente. On a l'impression que les gens t'amènent les objets et que tu lèves ton marteau et que tu gagnes de l'argent comme ça. En fait, pas du tout. Il y a une préparation en amont qui est immense. Qui est colossale. Où tu dois du coup collecter déjà les clients, tu dois voir la marchandise, t'assurer que tout est authentique, t'assurer que rien n'est cassé, que tout est en bon état. Après ça, faire ton expertise, ton descriptif. Faire tout le descriptif par écrit pour le catalogue, les photos de chacune des pièces. C'est ça le plus gros du travail. Maintenant, nous vendons exclusivement via l'internet. On vend de l'objet, mais on vend également de l'image. Donc le travail de photo est pour moi le plus important pour rendre le maximum de visuel à ces ventes. C'est vrai que l'image, en fait, on ne se rend absolument pas compte de l'objet en vrai, sauf la personne qui connaît évidemment ce type de vase par exemple. Voilà. Sait très bien que la dimension de tel truc, c'est des pièces qui sont généralement plus ou moins uniques, mais qui sont quand même tirées en série et déclinées, donc on se fait une idée de la dimension. Pour moi, le plus important, c'est de pouvoir rendre au maximum la qualité des objets. Donc je mets moi-même un point d'honneur à faire moi-même les photos. Ouais, ok. Parce qu'en fait, je pense que j'ai comme un œil, je sais ce que les gens attendent de voir. Forcément, une j'ai fait des essais avec des photographes professionnels. En fait, les photos sont très belles. Ils ne savent pas ce qu'un objet, ce que les gens attendent de voir. Ça ne va pas dans le détail ou du petit facteur qui pourrait changer la façon de mettre le vase. Maintenant, il faut ça. savoir qu'ici, pour faire les descriptifs, j'ai toute une équipe derrière. Je ne suis pas tout seul. Et c'est une vente tous
Tous les mois. Tous les mois, et tu fais une pause juillet-août, c'est ça? Je vais faire une pause ici en juillet ou les autres années, je fais comme une vente Ouais. au mois de juillet ou au mois d'août. Ok. Cette année-ci, on va se prendre un peu de congé. Et Après une année bien chargée. Quoi. Voilà. En même temps, on imagine 800 lots par vente par mois. Je vous laisse imaginer la quantité de travail. On est au taquet. tout le Hallucinant, temps. quoi. Moi, je vois déjà avec mes petites bagues quand je fais mes photos dans ma petite softbox et tout. Il faut savoir qu'après la vente, il faut savoir dingue, que tous les objets, forcément, qui ne sont pas vendus, malheureusement, sont remballés, sont rendus Ouais. aux clients. Ouais, ça tous fait les sens, autres ouais. sont envoyés via la poste ou par les transporteurs. Logistique de fou et manutention très dangereuse parce des fois, on prend 10 fois le même objet en main. Ouais. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit. Pas trop stressé, quoi. Pas de Un seul stress. café le matin et puis une tisane. Voilà. Et puis après, il reste en fait la partie, une fois que tu as fait tout ça, la partie la plus agréable, que tous les indépendants et tous les gens qui ont des entreprises adorent, c'est la comptabilité. La comptabilité, qu'il j'ai faut, une personne ici qui ouais. est mon associé dans la société, Ok. qui s'occupe uniquement de la ça, comptabilité ok. et C'est de comme tout ce moi. qui est facturation. Mon associé s'occupe aussi beaucoup de la comptabilité. Voilà. Et moi, je m'occupe des objets, quoi. Pensez à mettre un petit pouce si vous aimez ce que dit Raph, parce que quand même, récompensons-le. Et puis je vous rappelle l'adresse de son site, je vous rappelle l'adresse de la SAT, c'est Goldfield Auction au Luxembourg. Alors vous ne savez pas le rater, normalement il n'y en a pas 50. Et vraiment, moi je vous encourage de tout cœur à aller voir ne serait-ce que les catalogues, à aller voir ne serait-ce que les ventes, pour vous faire une idée d'eux. Vous pourriez être agréablement surpris de l'accessibilité de certaines pièces. Et surtout, putain, ce qu'on y apprend, quoi. Je veux dire, je suis arrivé ici il y a quoi, il y a une demi-heure, on a commencé le tournage il y a une demi-heure. J'en prends plein les yeux, c'est trop cool. Pensez à le faire. Le mec qui a la même coupe de cheveux que moi là. Oui. C'est qui cette personne qui est admirablement bien coiffée? Que fait Jésus ici? Je dirais bois polychrome 17e, certainement une pièce d'église. Ça provient probablement d'une pièce d'église, c'est pas 17e, c'est plutôt fin 18e. C'est une pièce, à mon avis, oui, qui devait faire partie d'un chemin de croix ou Ouais. dans une église, oui. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est fort hétéroclite. On passe du chinois, de l'art premier, du classique, de l'art nouveau. On essaye vraiment de toucher très large pour avoir un maximum de visibilité de clientèle différente. Ok. Je ne me suis pas centralisé sur une seule chose, même si l'art d'Asie fonctionne très bien, je ne voulais pas faire que de l'art d'Asie. Je me suis vraiment ouvert à énormément de choses. Et il y a des objets ici qui sont à prix de départ de 100 €. Du coup, au niveau connaissances, parce que moi, par exemple, voilà, je fais quasiment que du bijou, j'ai des connaissances là-dedans. Comment tu fais pour connaître à la fois la verrerie, les appliques en bronze ou en laiton, l'art d'église, l'art asiatique? Comment tu fais? C'est que En des fait, moi bouquins j'étais marchand pendant un peu plus de 20 ans. Ouais. Je faisais les déballages du Sud. J'ai eu une galerie à Bruxelles, j'avais un magasin à Durbuy. Donc il est passé énormément d'objets dans mes mains. Ouais. Je m'intéressais à énormément de choses. Maintenant, je suis expert dans rien, mais je connais beaucoup dans tout. Ouais. Tu as un conseil à donner pour les gens qui voudraient, parce que c'est un des objectifs de ma chaîne aussi, c'est parfois de réorienter les gens. Oui. Les gens qui voudraient commencer éventuellement là-dedans, pas spécialement ouvrir une salle de vente demain, mais ne serait-ce que se dire, ok, moi les objets d'art ça m'intéresse, les objets anciens ça m'intéresse, où est-ce que je peux débuter? Je pense que pour apprendre, la meilleure chose, c'est comme regarder les salles de vente, aller visiter et regarder les résultats. Je pense que pour moi, c'est ce qui reflète au mieux le marché, parce que forcément sur un déballage ou sur Internet, plus précisément sur des sites de vente, je n'ai absolument rien contre. Chacun met le prix qu'il a envie. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est un argument qui est souvent utilisé par les gens du « j'ai vu le même sur Internet, donc ça vaut autant ». Non, vous avez vu le même sur Internet, ce qui est sur Internet, c'est ce qui n'a pas encore été vendu et le prix a été fixé par quelqu'un d'autre. C'est ça. Maintenant aussi, c'est la vérité aussi dans les salles de vente, il y a certains objets qui peuvent exploser. Ça ne veut pas dire que si on a le même, que demain il va faire exactement le même prix, il peut faire la moitié, ou même peut-être 10 fois moins. Il suffit qu'il y ait deux clients des États-Unis ou autres qui se battent pour un objet, il va faire un prix X. Demain, il fera peut-être plus le même prix. 98% des lots qui sont passés en salle font le juste prix du marché actuel. Ouais, mais de fait, c'est vrai qu'aller à des expositions de salles de vente, c'est une ambiance. Alors moi, je connais ça un petit peu différemment. Moi, c'est vrai que j'ai un peu grandi dedans, j'ai fait pas mal de ventes aux enchères, mais on a l'impression que c'est une ambiance très feutrée, très fermée. Et en fait, quand on pousse la porte d'une salle de vente, on est accueilli comme n'importe qui. On peut venir aux expositions. Il y a Exactement, absolument aucun problème. Tout le monde est le bienvenu aux expositions. Voilà. On est là pour répondre aux questions des clients éventuels. Les explications qu'on donne sont les meilleures qu'on puisse donner. La plupart du temps, oui. Voilà. Oui, c'est Maintenant, logique. oui, je pense que pour les personnes qui veulent vraiment se lancer, pour apprendre en tout cas la valeur des objets, la meilleure chose c'est ça. C'est de suivre les ventes, regarder les résultats, aller voir les expositions pour se rendre compte exactement de l'objet en visu. Maintenant sur photo, ça donne une image des choses, mais le mieux est de venir voir, de toucher. Oui. Ce que j'ai fait pendant 20 ans. Ne pas casser. Ne pas casser. Poussez la porte d'une salle de vente, allez voir. Vous n'allez jamais être maltraité, vous n'allez jamais être reçu comme des malpropres. Au contraire, la plupart du temps, les gens comme toi ou comme moi, je suis moins dans ce domaine-là, mais sont même heureux de voir une nouvelle clientèle arriver, de gens qui sont intéressés à ce sujet-là. C'est un métier qu'on fait, je pense, par passion aussi en grande partie, toi comme moi. Oui, c'est pratiquement uniquement de la passion, autrement c'est pas possible. Et on est très content de partager ça la plupart du temps avec les gens. Est-ce qu'on passerait aux bijoux et aux montres ?
j'ai jeté un petit coup d'œil sur le catalogue, vite fait, et je me suis dit, pour les bijoux, je regarde pas. Alors ça c'est une signature qui moi me fait complètement rêver. Ils ont fait d'ailleurs un automate que je trouvais assez dingue, qui était Ondine, je sais pas si tu as vu ce truc. Un automate pour lequel ils ont fait tailler toutes des pierres pour refaire la fée Ondine. Le truc est complètement en argent et en pierre précieuse taillée, ça représente une fée et c'est complètement articulé. Le travail de Van Cleef est absolument incroyable. C'est un objet d'alcoolique. C'est un petit verre à shot. Je pense. Est-ce que ce serait pas un objet de récompense qui aurait été offert à quelqu'un C'est bien possible. De la maison? Gift from Van Cleef & Arpels. Ouais, bah oui, c'est ça, ça doit faire sens quoi. Donc si vous avez travaillé pendant 20-25 ans chez Van Cleef, il est possible que vous receviez un petit verre pour vous bourrer la gueule pour les samedis soirs un petit peu trop longs. Les Omega, c'est des montres qui ont des histoires. C'est une Seamaster, donc on imagine que c'est une montre de plongée. Maintenant ici, tout ce qui est montre, il faut savoir que c'est Nicolas Gendrier qui s'occupe de tout ce qui est expertise, bijoux, montres. Moi je survole, mais je n'ai pas vraiment de connaissances dans ce milieu. Seamaster, voilà, ça ressemble un petit peu à la Moonwatch. Mais après Omega, c'est un peu ma marque de cœur. Je les trouve très très jolies. Si elle a l'air de fonctionner nickel, bon après, ça demande toujours d'être ouvert bien sûr. Vous avez le petit sigle Seamaster derrière. J'aime beaucoup Omega. J'aurais tendance comme ça, à vue de nez, à dire orfèvrerie scandinave. Est-ce qu'on a une signature? Moniquet. Je te pose une petite question, à ton avis? Alors là, c'est une colle parce que à qui est-ce censé me faire penser? Ça, c'est la grande question. Alors, les poinçons sur ce type de bracelet, sur les esclaves, se trouvent généralement ici, à l'intérieur. Il y a un poinçon d'orfèvre et ce que je pense déceler comme une tête de sanglier. Tête de sanglier, c'est la garantie des petits et moyens ouvrages en France. Maintenant, vu que je n'ai pas regardé le poinçon d'orfèvre et que je connais très mal les orfèvres français, malheureusement, je connais un peu mieux les Belges. Tu pensais à quelqu'un en particulier? On va regarder en direct, parce qu'en fait, nous avons un QR code. Génial. Jean Després. Du coup, quand vous venez à l'exposition, vous avez un petit QR code, vous scannez avec votre téléphone, et directement on arrive dans ta page catalogue avec toutes les informations. Exactement. En fait, on a mis ça en place, vu qu'on a un rythme assez soutenu, avec énormément d'objets, on commence à numéroter les objets qu'on a terminé la vente. Je pense que c'est plus simple. 99,9% des gens ont un smartphone. Oui. C'est très très facile. Et alors ça j'aime beaucoup. Bon, orfèvrerie italienne, alors c'est de la micro-mosaïque. Micro-mosaïque. Alors j'en ai déjà vu des micro-mosaïques, mais c'est vrai que celle-là est très belle. Elle est belle, oui. Un petit accident. Petit accident de route, mais voilà. Je dois juste préciser ce que c'est la micromosaïque, parce que vous savez peut-être pas tous ce que c'est. La micromosaïque, ce sont tous des micro-morceaux de céramique qui sont en fait découpés à l'avance, cuits, et une fois que la céramique est cuite, on la réassemble comme une mosaïque, comme son nom l'indique, la micromosaïque. Donc déjà, il faut préparer le bordel, mais en plus de ça, il faut faire le dessin après pour que ça ressemble à un motif cavalier comme ça. Généralement, elles ne sont pas aussi poussées. On les retrouve souvent avec soit des animaux, soit de l'architectural. Oui, j'en ai pas mal en architecture. Ouais. Et là, celui-là est vraiment super beau. Et si jamais parmi vous quelqu'un est restaurateur de micromosaïque, laissez-nous un petit commentaire, ça nous intéresse. Puis il y a la Lique là dans le fond. Exact. Okay. Bouchon de radiateur. J'adore la Lique, j'adore ce qu'il fait. Je ne sais pas qu'il faisait des bouchons de radiateur. Oui, c'est très très connu pour les bouchons de radiateur. Ouais. Bouchon de radiateur voiture, bouchon de radiateur, radiateur. Ok. Quand tu as un peu froid en hiver, tu caresses ta tête de cheval et voilà. C'est pas mal. Est-ce qu'on passerait aux questions? Passons aux questions. Quel est l'objet le plus bizarre ou sans intérêt dont il était sûr qu'il ne trouverait pas preneur, mais dont tu as été surpris de l'enthousiasme qui a été démontré par rapport au prix final adjugé? Je pense que c'était une médaille militaire. Ouais. Minuscule, je dirais même presque un pins, qui était russe et qui avait une évaluation de, je pense, 50-60 € et qui a comme fini au marteau à pratiquement 4 ou 5 000 € plus frais. Ah ouais, ça fait cher le pins. Voilà, ça faisait cher le pins. C'était militaire, je ne connaissais pas du tout, mais il y a des gens qui, sur la toile, ont réussi à trouver... L'orfèvrerie russe a encore cette cote. Voilà. L'objet le plus étrange que tu as dû mettre en vente. Un truc vraiment complètement quelque chose d'atypique. On a vendu une paire de... je ne sais pas si des rostres ou dents de narval, voilà, qui provenaient d'une collection privée. Et je trouvais que c'était un objet qui, moi, m'a toujours captivé. Ces objets ramenés du Groenland, ou je ne sais pas, du Nord en tout cas. Et ça, c'est un objet qui m'a vraiment interpellé, qui a trouvé preneur à un très bon prix. Voilà. Combien, si c'est pas indiscret? Je pense que c'était 25 000 € plus. Ah oui, d'accord. Donc voilà, plus les frais. Ouais. Il y a Romy qui nous demande si le droit de rétractation des 14 jours est valable aussi pour les ventes aux enchères, mais tu m'as confirmé juste avant. Voilà, je confirme qu'ici, en tout cas, maintenant je ne parle pas pour l'ensemble des salles de vente, mais moi je voulais, c'est une loi européenne, comme quoi tout ce qui est acheté sur Internet, il y a un droit de rétractation qui est de 14 jours, donc je suis la législation européenne qui est d'un droit de rétractation après 14 jours après l'achat. Et parce que là c'est la suite de la question, s'il y a eu un droit de rétractation exercé, donc que l'objet était retourné,
Tu le remets en vente à la vente d'après, t'attends un petit peu, ou parce qu'on part souvent du principe qu'un objet qui est mis en vente peut être grillé entre guillemets. C'est pas toujours exact. J'ai remis des objets en vente qui faisaient le double du prix de la vente d'avant. Voilà. Donc il n'y a pas de règle. Ok. On peut payer en cash jusqu'à combien? En fait, ici au Luxembourg, la loi autorise le paiement en liquide jusqu'à 15 000 €. Ok. C'est plus détendu qu'en Belgique, voilà, forcément avec carte d'identité et tout ce qui s'ensuit. Oui, bien sûr, mais la loi, c'est 15 000 €. L'objet le moins cher et le plus cher que tu aies vendu? Bon, le moins cher, je pense que... Le moins cher, je pense que c'est 1 €. Ouais, ça semblait évident. Ou invendu. Voilà, et le plus cher, je pense que ça doit être 450 000 €. Ouais, quand même, quoi. Le prix d'une baraque. Voilà. C'est un objet asiatique, je parie. Ah non, c'était une statue africaine, non? Non, la statue africaine, c'était un gros prix, mais non, le plus cher, c'est asiatique. Les objets interdits ou insolites? Objet interdit, on essaye comme voilà tout ce qui est forcément propagande allemande 40-45, déontologiquement on ne le fait pas. Tout ce qui est armes, couteaux, c'est interdit au Luxembourg. Autrement, ben voilà, nous on vend de l'ivoire, mais avec des documents cités qui sont demandés par notre société. Logique. Qu'est-ce qui se passe si tu es face à par exemple un vrai tableau, mais qui a été volé dans un musée? Et tu t'en rends compte après ou en cours de route? En fait, si je m'en rends compte, automatiquement il est retiré de la vente. Ouais. Je contacterai les forces de l'ordre. Maintenant, ça m'arrive ici, il y avait un tableau qui a été volé dans une maison, j'ai été contacté par la police, le tableau est retiré, est mis de côté pour eux pour la saisie, et après la police fait son travail de... Oui, c'est ça, il y a un travail d'enquête, de voir d'où ça vient. Un travail d'enquête, d'où ça vient, comment, pourquoi. Si tu te rends compte que c'est un faux après la vente, j'imagine qu'il y a un droit de rétractation aussi. Est-ce qu'il est rallongé de 14 jours? En fait, c'est ça, ça va même plus loin que les 14 jours. Une fois qu'un objet est faux, on a comme la personne qui a acheté un droit de rétractation. Je pense que légalement, c'est 5 ans. Ah ouais, quand même. Je pense. Ça peut aller loin, quoi. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions, donc tu n'es pas obligé de répondre, à des sortes quasiment des propositions de vente, mais d'objets dont tu sais pertinemment qu'ils sont issus de la contrebande ou de vol? Non, parce qu'en fait, les gens me connaissent, ils savaient que je vais pas jouer là-dedans. Donc, ici, en tout cas, ça ne se fait pas. Non. Comment ça se passe, la procédure de dépôt? Est-ce que c'est payant? Est-ce que... La procédure de dépôt est assez simple. On demande un maximum de photos. On est comme situé au Luxembourg, on n'est pas tout près des grandes villes belges. Je travaille essentiellement avec les Belges. Oui, on est écouté par beaucoup de Français, par contre. Voilà. On n'est pas très loin non plus. Je travaille avec la France aussi, c'est pas un souci. Donc, comment ça se passe? Ça se passe principalement d'abord par photo, mail ou WhatsApp. On nous envoie les photos, on regarde, ça vaut la peine ou pas. Maintenant, les objets peuvent être déposés ici à notre bureau. On a un bureau à Tongres, on a un bureau à Arras, en France. Les objets sont déposés ou on peut envoyer un transporteur privé qui est à nous, qui vont chercher les objets chez eux. En fait, tout est gratuit chez Goldfield. Donc, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais de transport. Les seuls frais qui sont pris, c'est les frais de commission sur la vente, 15%. 15%, ok. Voilà, maintenant, il faut bien se dire que le plus simple, c'est que ça ne coûte rien, juste d'essayer. C'est clair. Et une valeur minimale de biens que vous mettez en vente? Bon, maintenant, on essaie comme de tirer un peu vers le haut, parce qu'autrement, on a déjà beaucoup de lots, donc on essaie quand même, on va dire, 250 €. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas encore inaccessible. C'est pas inaccessible. On a tous chez nous un objet à 250 € minimum. C'est sûr. Une dernière question de Philémon, qui est un très fidèle de la chaîne, qui me parle en fait d'un droit de suite. C'est-à-dire que lorsque tu adjuges l'œuvre d'un artiste avec une plus-value, est-ce qu'il est possible que tu doives recontacter l'artiste pour lui reverser un pourcentage? Exact. En fait, c'est pareil, c'est une loi, mais qui est pour toutes les salles de vente, pas seulement au Luxembourg. On doit rétribuer un pourcentage à l'artiste ou à sa famille après la vente d'un objet, mais même pas s'il a fait une plus-value. S'il est vendu, je pense que c'est au-dessus de 2 000 €. Écoute, moi j'en ai fini avec mes questions, je te remercie d'y avoir répondu. Avec plaisir. Plein d'infos supplémentaires. Raph, écoute, je te remercie infiniment. J'ai mis un de ces coups de coude dans le truc. Raph, écoute, je te remercie infiniment de m'avoir accueilli aujourd'hui dans ta salle. Franchement, j'ai passé un super bon moment. J'espère évidemment que vous aussi. Je ne sais pas quoi dire de plus que juste merci. Un grand merci à vous aussi. Comme ça, j'espère qu'on a fait découvrir un petit peu les faces cachées d'une salle de vente à tous tes abonnés. Bah écoute, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça va plaire. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires de ce que vous avez pensé. Vous mettez un petit commentaire pour moi, un petit commentaire pour Raph. Je vous informe que les liens vers ses réseaux, son Instagram, son Facebook, son site internet seront en description de la vidéo. Ta prochaine vente se tiendra le 22 juin. Je pense que malheureusement la vidéo sortira après celle-là, mais du coup on aura les résultats de vente. Voilà. La suivante, ce sera pour le mois de septembre. C'est le mois de septembre, vote caritative pour le Rotary, pour voilà, une ASBL
qui s'occupe d'enfants en difficulté. Super, parce que vous voyez que comme quoi, dans les ventes aux enchères, il n'y a pas que des choses pour les gens qui veulent se faire plaisir, il y a aussi une manière de faire plaisir aux autres Exactement. et aux gens qui en ont besoin. Voilà. Donc pour le mois de septembre, eh ben, vous pouvez toujours le suivre via Draw Live, via son site internet, via les réseaux. D'ici à la prochaine vidéo, ce ne sera pas avec toi, mais pour mes petits abonnés, je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir à tous, merci beaucoup.